Bonjour à vous, bonjour chers amis. Donc nous arrivons à l'époque contemporaine avec Husserl et la crise de l'Europe et de la philosophie. Husserl, 1859, 1859-1938, le grand penseur de la phénoménologie. Et c'est quelqu'un qui, comme Freud, est né en Moravie, d'une famille juive, dans l'Empire d'Autriche. Mathématicien, il est devenu professeur de philosophie à Göttingen, l'université que nous connaissons tous grâce évidemment à Barbara, à la chanteuse Barbara. Il a bientôt, après être cédé son poste à son assistant, Martin Heidegger, qui n'a pas levé le petit doigt, n'est-ce pas, lorsque l'université, et en particulier la bibliothèque, a été interdite aux Juifs, et en particulier à Husserl. Alors, donc, l'extrait que nous allons entendre, eh bien, c'est la célèbre conférence prononcée par Husserl en mai 1935 sur la crise de l'humanité européenne et de la philosophie. La crise de l'humanité européenne et la philosophie. Edmund Husserl, 1935. L'Europe ne désigne pas une vague fugitive emportée par le courant, mais elle a une naissance, un lieu de naissance. Je ne veux pas parler d'un pays en un sens géographique, mais d'un lieu spirituel de naissance dans une nation. C'est la nation de la Grèce antique des 7 et 8e siècles avant Jésus-Christ. En elle naît une nouvelle sorte d'attitude des individus à l'égard du monde environnant. Les Grecs l'ont nommé philosophie. En son sens originaire, ce terme ne signifie rien d'autre que science universelle, science de l'univers, de l'unicité de tout ce qui est. C'est le phénomène originaire de l'Europe spirituelle. La raison pour laquelle l'époque moderne, si fière de ses succès millénaires, s'abîme dans une insatisfaction croissante, la détresse, provient de la naïveté avec laquelle la science objectiviste considère ce qu'elle nomme le monde objectif. Le chercheur en sciences de la nature n'est pas clairement conscient du fait que le fondement constant de son travail, pourtant subjectif de pensée, est le monde environnant de la vie. La science mathématique de la nature est un triomphe de l'esprit humain. Mais le monde environnant intuitif, simplement subjectif, est oublié dans la thématique scientifique. L'objectivisme du chercheur ne saurait être dérivé de faits, car les faits sont déjà en cela pensés comme des vérités et non comme des imaginations. Rien ne peut être amélioré tant que l'objectivisme n'est pas percé à jour dans sa naïveté. Ce n'est que lorsque l'esprit, cessant de se tourner naïvement vers le dehors, revient en lui-même et demeure en lui-même et purement en lui-même, qu'il peut se suffire à lui-même. La crise de l'existence européenne n'est pas un destin obscur ou une fatalité impénétrable. Pour pouvoir concevoir l'énigme de la crise présente, il faudrait élaborer le concept d'Europe en tant que téléologie historique des buts infinis de la raison. L'insuccès d'une culturelle rationnelle réside cependant non dans l'essence du rationalisme, mais uniquement dans son extériorisation, dans le naturalisme, dans l'objectivisme. La crise de l'existence européenne n'a que deux issues, soit la décadence de l'Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute dans l'hostilité à l'esprit et dans la barbarie, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison qui surmonte la crise présente et qui surmonte définitivement le naturalisme. Luttons avec tout notre zèle, seul l'esprit est immortel. Merci beaucoup, Alexis. Eh bien, au fond, ce texte, n'est-ce pas, c'est un texte très célèbre, mais c'est aussi un texte des sombres temps, parce que Hitler a pris le pouvoir en 1933, nous sommes en 1935, et donc c'est dans ce contexte que Husserl, tout en indiquant ce qui constitue à son sens la voie, n'est-ce pas, du relèvement, c'est-à-dire la philosophie, eh bien, a réfléchi d'une façon extrêmement profonde sur le lien qui existe entre la philosophie et l'Europe. Alors, je dégage quelques-uns des thèmes, n'est-ce pas, qui sont fondamentaux dans ce texte. D'abord, l'Europe et la philosophie. Ce que nous dit Husserl, très simplement, c'est que leurs destins sont liés. Parce que le lieu de naissance spirituelle de l'Europe, du 7e au 5e siècle, je crois que la langue de notre ami Alexis a fourché, eh bien, c'est la Grèce antique, avec la naissance de la philosophie.
nous dit aussi ce qu'est la philosophie à son sens. Je le cite, une science originaire de l'univers et de son unicité. En effet, n'est-ce pas, les anciens parlaient de l'être, n'est-ce pas, la philosophie de l'être en tant qu'être. Deuxièmement, la crise. Eh bien, la détresse, dit-il, l'insatisfaction. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Husserl ne parle pas du tout de la crise économique ou de la montée des nationalismes, n'est-ce pas, qui était dans tous les esprits, quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Non, il nous dit autre chose, que les raisons de la crise, ce sont des raisons spirituelles, que la crise est une crise intellectuelle, et que son noyau, n'est-ce pas, se trouve dans le rapport qui a existé entre les sciences et la subjectivité, la conscience, l'esprit. Alors, je relève que, premier point, n'est-ce pas, que contrairement à beaucoup de ses contemporains qui incriminaient les désillusions du progrès, ou qui, tel Heidegger ou même auparavant Nietzsche, rejetaient les sciences, n'est-ce pas, les sciences et la technique, la science à l'origine mathématique, eh bien, ce n'est pas du tout ce que fait Husserl. Car il commence par dire que la science, les sciences, et la science mathématique en son début, c'est un triomphe de l'esprit humain, n'est-ce pas? Une victoire de la rationalité. Et donc, le noyau de la crise n'est pas dans les sciences, il est dans autre chose. Et cette autre chose, eh bien, qu'est-ce que c'est? Où se situe-t-il? Il se situe, en fait, dans, au fond, des réflexions des savants tout à fait naïves. La naïveté, n'est-ce pas, des savants qui ne croient qu'aux faits, qui oublient absolument, nous dit Husserl, la subjectivité qui est le point de départ, n'est-ce pas, du fonctionnement et de l'élaboration du rationalisme scientifique. Et donc, c'est la négligence, au fond, le nœud de la crise pour Husserl, c'est la négligence du rapport qui existe entre subjectivité et objectivité. Et donc, la solution de la crise, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ce serait de faire une place à l'intériorité, à la réflexivité. Et donc, et en même temps, vous voyez, dans ce texte, c'est pour ça que c'est un texte, au fond, si important, eh bien, Husserl s'éloigne et même combat, au fond, les autres solutions proposées à son époque, n'est-ce pas, la montée du nationalisme. Il critique, n'est-ce pas, il fustige la montée du nationalisme, la barbarie et l'hostilité à l'esprit, le naturalisme sauvage, bref, tout ce qui était le noyau de la culture folkisch, et qui était si puissante, en particulier en Allemagne, et qui a conduit à la catastrophe que nous avons connue. Mais lui, il indique autre chose. Ce qu'il indique, c'est d'abord, au fond, une réflexion sur l'Europe, sur la renaissance de l'Europe, une réflexion sur l'humanisme de la raison, et ce qu'il appelle un retour à la vie, n'est-ce pas? Bref, une renaissance et essentiellement spirituelle. Alors, à partir de ce texte, donc, qui a été très lu, même s'il peut pas paraître d'un abord qui n'est pas très facile, eh bien, je voudrais vous poser à nos amis les questions suivantes. Premièrement, première question quand même qu'on ne peut pas évacuer, c'est l'impuissance, n'est-ce pas, de la réaction husserlienne devant la montée du nazisme. Et deuxièmement, le caractère, au fond, étendu, qui voit loin, n'est-ce pas, de sa réflexion. Alors, premièrement, son impuissance, parce que, en fait, ce qu'il a emporté en Allemagne, eh bien, c'est pas Husserl, c'est Heidegger, à partir des fameuses rencontres de Davos, et pour des raisons historiques, mais peut-être aussi pour des raisons philosophiques, et c'est donc, et deuxièmement, le caractère anticipateur de sa vision, parce que la renaissance d'une Europe spirituelle, liée à la philosophie, eh bien, c'est bien produite, mais beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, et il faut bien reconnaître que la philosophie de Husserl est une philosophie qui a influencé très largement tout ce qui a compté, n'est-ce pas, dans la génération philosophique qui nous précède, qui nous a enseigné Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Ricoeur, et même De Santi, et même tous les postes modernes. Et donc, première question que je vais vous poser, Alexandre, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez nous faire le tableau de ces années 30, au fond des années et comment dire, notre passé européen, et nous dire aussi pourquoi, eh bien, au fond, Husserl, qui a quand même donné des éléments de résolution pour les problèmes philosophiques de son époque, de première importance, et là je demanderai à François Guéry de nous éclairer,
Pourquoi il a été battu à plat de couture? On vous écoute, Alexandre. C'est d'abord, je prendrai tout simplement le titre que Churchill, qui a quand même eu pour cela, à très juste titre, le prix Nobel de littérature, intitule pour le premier volume de ses mémoires de guerre, et qui est consacré aux années 30. Quel est le titre qu'il a choisi? Crescendo of Doom. La montée de la dépression ou peut-être de la catastrophe, les deux. En fait, Crescendo of Doom, un crescendo de... Alors, Victor Serge, qui était lui aussi, avait un bon petit prophète, lui avait dit, il est minuit dans le siècle. C'est le minuit du siècle, voilà. Alors, dans cette période, personne, à part Churchill et De Gaulle, déjà, ne sont vraiment glorieux, et pour les raisons qu'ils sont tellement pris par la gravité de la chose que, évidemment, le regard d'observateur, les phénoménologues par définition, et sont obérés finalement par l'épouvante. Et donc, on peut dire que malheureusement, et avec une dignité exemplaire sur le plan personnel, Edmund Husserl, qui, permettez-moi juste une petite rectification, il n'était pas d'origine juive, parce que ça, il y a beaucoup. Mais il est juif. Il était juif. Il a été juif, il a été reconnu membre de la communauté juive, et s'il l'a quitté ensuite, comme beaucoup d'intellectuels germaniques à l'époque, c'était pour des raisons de convenance, comme disait déjà Heine, l'entrée dans la société moderne. Et puis, il n'en pensait pas un mot. Mais en tout cas, il l'a fait pour pouvoir être professeur, puisque à l'époque, sauf dans les domaines des études hébraïques et certaines exceptions en mathématiques, on ne pouvait pas être professeur si on était juif. Il fallait faire ce geste. Bon, voilà. Alors, Alexandre, je vais préciser peut-être ma question. Il est quand même très frappant que dans ce texte, il ne parle pas du tout de philosophie politique. Alors j'ai été quand même étonnée, en tout cas, de voir que les cadets, c'est-à-dire Léo Strauss et Hannah Arendt, n'est-ce pas, qui ont quitté l'Allemagne, se sont intéressés tout de suite à la philosophie politique. Et oui, parce qu'ils ont vu à quel point le problème était politique, oui, et combien les aînés étaient paralysés par cette panne totale de la politique, cette incapacité à expliquer le Troisième Reich, sinon comme une catastrophe. Et là, effectivement, je dirais que là, c'est Max Weber qui nous donne véritablement l'autre phrase, le là, vraiment. Il parle dans un de ses textes, justement, sur la parlementarisation de l'Allemagne et tout cela, de Wille zu Ohnmacht, c'est-à-dire un jeu de mots sur la volonté d'impuissance. Ce qui caractérisait pour lui le monde des universitaires, qu'il détestait d'ailleurs, un peu comme Raymond Aron, qui en est le vrai héritier. Justement, c'est cette volonté d'impuissance, cette capacité finalement d'expliquer ce qui n'est pas explicable et de ne pas s'affronter véritablement à la douleur terrible de ce que l'on vivait. Et bien évidemment, les enfants, c'est-à-dire à cette époque-là, Hannah Arendt et Léo Strauss, ils trouvent tout simplement un abri, comme nous le trouvons aujourd'hui pour notre cas personnel dans cette radio juive. Parce que finalement, au fond, les institutions juives qui connaissaient la situation terrible des réfugiés ont ouvert les bras aux jeunes surdoués de l'université allemande qui n'avaient nulle part où aller. Oui. Et cela pendant un temps. Et puis ensuite, ils ont retrouvé aux États-Unis, ailleurs, des moyens d'exister autrement. Je vais tourner vers un autre surdoué de l'université française, n'est-ce pas, notre ami François Guéry, qui n'a pas les mêmes origines que Léo Strauss et Hannah Arendt, et pour lui poser une autre question. Oui. Cher François, eh bien, je serais, si je vous demandais de résumer pour nos auditeurs, au fond, la pensée philosophique de Husserl, la phénoménologie, tout en nous donnant quelques indications sur sa force et sa faiblesse, au fond, quelle est l'angle que vous prendriez? Il y a des choses célèbres pour les philosophes de profession, la réduction eidétique, l'époqué, le moi transcendental, l'intentionnalité. Enfin, j'arrête. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Oui, c'est juste, parce que prenez un angle. L'époqué, qui est donc une mise entre parenthèses de la thèse du monde, c'est-à-dire de la croyance en la réalité principielle du monde. Alors, l'époqué, qui est-ce qui a formulé quelque chose avec une autre expression? Platon, avec le mythe de la caverne.
le mythe de la caverne est une époquée, puisque petit à petit, tout le monde sensible apparaît nul, inconsistant, et finalement, ce sont les idées éternelles que l'esprit a connues dans un séjour intemporel, etc. Ce sont les idées éternelles qui apparaissent comme la véritable réalité dont il faudrait partir d'un point de vue méthodique. Y compris si on voulait connaître le monde, comme on dit. Et alors qu'il y ait par exemple une cosmologie, tout à fait, sauf que cette cosmologie n'est possible que si l'esprit se tourne vers les idées qui sont la véritable réalité. Alors avant Husserl, quand même, Frege a été, si on veut, ce platonicien qui a donné une réalité au monde logico-mathématique. Bon. Qui a discuté avec Husserl. Oui, je pense que Husserl est très logicien. Oui. Mais alors, ce qui est quand même important là, dans ce qu'il explique, dans ce texte précis, ce qui est important, c'est son idée du monde de la vie. Parce qu'il ne se contente pas, si on veut, comme Platon, d'être l'amoureux des idées. Il pense qu'il faut comme une sorte de terreau, si on veut, c'est-à-dire de genre de vie, tourné de cette façon, un genre de vie. Et alors donc il dit, c'est la Grèce antique, effectivement, pré-platonicienne, puis platonicienne, qui a inauguré un genre de vie, et c'est vrai, il s'intéressait vraiment à tout, il discutait, cherchait, comme on dit, la vérité, enfin la vérité. Donc ce monde grec est fondateur parce qu'il a inauguré un genre de vie qu'il appelle ailleurs théorétique, tourné vers la connaissance, vers la théorie. Et alors, pourquoi est-ce que les nazis, qu'on ne peut évidemment pas combattre dès le moment où ils ont des tanks, des milices, etc., on ne peut pas combattre ces gens-là. Bon, mais par contre, on peut quand même combattre leur erreur, si on peut dire, philosophique. Alors, Husserl dit que l'esprit européen, qui est philosophique, est en train d'être trahi et bafoué par les nazis. Et sur le plan épistémologique, quel est le raisonnement ? Il y en a un. Ils sont racialistes. Alors, c'est-à-dire qu'ils pensent, par exemple, c'est une modalité de darwinisme social, qu'il y a des races fortes et des races faibles, et ça, c'est la nature, si on peut dire, la biologie qu'il dit. Donc la race forte ne doit pas se laisser contaminer par la race faible, il y a une sorte de contagion si on veut, donc ils estiment que la race faible, comme par hasard, ce sont les juifs, mais ce sont aussi les Africains, etc., parce qu'en réalité ils brassent très large, et ils l'ont montré en Namibie au début du siècle, où il y a déjà, si on veut, le nazisme naissant. Ils ont massacré toute la population pratiquement, alors que quand même dans d'autres colonies ça s'est passé autrement. Donc ce que dit Husserl, c'est que ils font passer une réalité objective au sens scientifique du terme avant le mode de vie qui fonde toute théorie. Et donc, il y a une erreur méthodologique du nazisme, en plus de la monstruosité éthique, puisqu'il y a, si on veut, une éthique à la racine de tout ça, les buts idéaux infinis, la liberté. Merci infiniment, François, c'est très, très éclairant. Alors, Marielle David, le docteur David, de mon côté, au fond, je vais vous demander, parce que les psychanalystes, après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà avant, nous invitent tous, n'est-ce pas, collectivement. Ça a été un mouvement très large. Beaucoup de gens ont recours à des psychanalystes ou à des psychologues de toutes obédiences, finalement à nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire à nous intéresser à notre subjectivité. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que nous avons entendu de Husserl, Marielle ? Oui, je crois que Husserl, de toute façon, c'est la même période historique que Freud. Oui. Tout à fait. Donc c'est un petit peu... L'un est psychanalyste, l'autre est philosophe. Il a la même origine, Moravie, ils étaient très proches, au fond, pays, on dirait. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que l'intériorité ? C'est ça que vous voudriez dire pour une psychanalyste ? Oui, qu'est-ce que l'intériorité pour la psychanalyse ? Si vous voulez, la question c'est, est-ce qu'il y a une intériorité sans extériorité ? Alors, à ça, on peut dire non. C'est-à-dire que ce qui est l'intériorité d'un bébé, lui vient de sa mère au départ. Donc, il y a de l'autre. Et, comme vous nous l'avez déjà expliqué plusieurs fois. Voilà. Donc, l'intériorité vient de l'autre, mais, et c'est là la complexité, la chose très curieuse, c'est que l'enfant ne va pas se dire « ce que j'ai en moi est venu de ma mère ».
il va imaginer, il va penser que ça lui est venu de quelqu'un d'autre, d'une autre force qu'on appelle Dieu, mais à laquelle s'accrochera un mot dans un deuxième temps, quand il parlera. Mais c'est sa pensée à lui qui va considérer que ça lui vient d'ailleurs. Donc il y a toute une circulation entre ce qui est intérieur et qui vient de l'autre, et ce qui est intérieur et qui ira vers l'autre. Ça, c'est au point de départ, c'est ce que nous, une psyché, et qui va faire que des angoisses majeures seront refoulées. Disons les choses comme ça. Alors, mais ce lien entre l'intériorité et l'extériorité... Ça, c'est pour le bébé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Considérer qu'il y a de la subjectivité et que tout n'est pas objectif. Il me semble que c'est une manière, quand même, de se distancier de tout ce qui est mathématique. Le mathématique existe, mais notre subjectivité, c'est-à-dire notre pensée, notre imagination, notre créativité, eh bien ça, c'est ce qui nous vient du dedans, c'est-à-dire c'est ce qui nous est venu du fait même que nous avons refoulé un certain nombre de sensations qui se sont articulées avec l'inconscient, qui laissent des traces, et qu'à partir de ces traces qui sont à l'intérieur de nous, nous allons créer tout un monde imaginaire et symbolique qui sera reconnu par les humains comme quelque chose qui les touche aussi dans ce qu'ils ont de plus profond en eux. Je dirais que Husserl ajoute à ce que vous dites, qui est extrêmement intéressant et éclairant, mais il ajoute qu'au fond, il y a une donation de la subjectivité à l'extérieur, qu'il y a une donation. Voilà. Alors vous nous faites une construction de la façon dont ça se construit, qui est extrêmement intéressante. Alors, notre ami Alexis nous a rejoints, et je vais donc lui demander à mon tour, au fond, qu'est-ce que vous pensez, Alexis, au fond, du diagnostic de Husserl, n'est-ce pas, dans ces sombres temps? Est-ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une conjoncture qui, au fond, a des points communs, avec en particulier l'éloignement de l'Europe, l'idée qu'il fait, au fond, c'est un défenseur du ressurgissement de l'idée européenne, mais il y a beaucoup d'anti-européens aujourd'hui. Est-ce que la crise de notre culture, de notre spiritualité, on peut employer les mots qu'on veut, mais ça désigne au fond la même chose, est-ce qu'elle rencontre, telle que vous la voyez aujourd'hui, est-ce qu'elle rencontre ce diagnostic de Husserl hier? Alors c'est vrai que les points communs, vous avez raison, historiques, ça a été évoqué tout à l'heure par Alexandre Adler, entre l'année 35, qui est l'année au cours de laquelle il rédige justement ses textes sur la crise de l'humanité européenne, et notre époque, disons, contemporaine, ils existent. Ils existent de même entre le régime de Weimar, décrié par tous les extrémistes, et la manière dont aujourd'hui, effectivement, le transcendantal de l'idée européenne est traité par un certain nombre de puissances populistes, alors qui, c'est vrai, se retrouvent aujourd'hui sans Trump. Donc c'est un élément qui est peut-être une éclaircie au milieu de ce ciel assombri. Alors qu'est-ce qui est intéressant, au fond, aussi dans le texte de Husserl? C'est un appel à la volonté. C'est-à-dire, on voit bien que le péril suprême pour les Européens, c'est évidemment de ne plus croire pour aller très vite, d'avoir oublié les fondations de leur culture et donc de leur unité possible, mais c'est aussi de céder à ce qu'il appelle la lassitude, la Müdigkeit. Il parle de ça dans le texte. Et donc effectivement, cette lassitude, c'est quoi? C'est un combiné, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, de relativisme, d'aquabonisme et probablement aussi de nihilisme. Il n'y a pas ce terme chez Husserl, mais il est intéressant parce qu'on sait qu'il y a eu une influence profonde de ce texte sur les réflexions d'un certain nombre de penseurs avec lesquels vous avez d'ailleurs développé des désaccords, mais qui sont intéressants. Je pense par exemple à Léo Strauss. Et c'est vrai que la crise de l'Europe contemporaine est liée bien sûr à l'oubli de ses fondations. L'oubli de ses fondations, c'est l'oubli d'une idée. L'oubli d'une idée qui n'est pas vrai. Le retour aux anciens par Léo Strauss et par Hannah Arendt dérive directement de l'injonction husserlienne. Absolument. Et c'est vrai que ce qui est fort dans cette pensée, ce qui est fort dans cette pensée néoconservatrice juive américaine, c'est d'imaginer
que la crise de l'Europe, et ça nous regarde aujourd'hui, la crise de l'Europe, c'est l'oubli de son origine. Et son origine, c'est pas une origine ethnique, c'est pas une origine culturelle, c'est ni une même origine nationale. C'est une origine comme idée. Idée, voilà. L'Europe, c'est une idée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas vocation à tracer ses frontières. Ça ne veut pas dire qu'elle a vocation à inclure la Turquie. Évidemment, rassurons certains de nos auditeurs. En revanche, c'est une idée. Et donc, à ce titre, évidemment, c'est un levier, encore pour aujourd'hui, c'est un levain, si vous voulez, et un levier absolument formidable, à condition qu'on envisage l'Europe avant tout comme une idée. Merci beaucoup, Alexis. Alex, en un mot de la fin. C'est que, au fond, cette pensée de la tragédie, dans ces impasses qui sont celles que Freud traverse lui aussi à cette époque-là, au même moment, avec évidemment une somatisation terrible, un cancer de la mâchoire qui quasiment le prive de la pensée, de l'articulation et de la pensée articulée, et qui en fait se terminera finalement par un apaisement final, presque une fin inespérée à Londres, où au fond, dans ce môle de la résistance des sociétés civilisées de l'époque. Londres, effectivement, dans laquelle le général de Gaulle rejoindra bientôt, le pauvre Freud mourant, le 23 septembre 1950. 1940, quel lapsus. Mais 1950, c'est ma naissance. 1940, c'est la mort. Pardonné, Alexandre. C'est la mort de Freud, juste à l'orée de la guerre. Et 39, lui, il meurt en 39. Et donc, juste au moment où la guerre vient, Freud meurt, mais il meurt en Angleterre, et il indique le chemin, comme le mourant qui voit, au fond, la lumière à la sortie des ténèbres. Oui, en effet, ici, Londres, et il n'y a pas que les Français qui parlent aux Français, c'est toute l'Europe qui, grâce à Churchill, a parlé au monde. Et à Husserl, bien sûr. Oui. Bien sûr à Husserl, et bien sûr à cette pensée de Husserl, de Freud, des grands vaincus qui nous ont préparé la victoire. Et ensuite, bien sûr, on sait que Einstein est allé en Amérique convaincre Roosevelt qu'il fallait faire la bombe atomique. Merci beaucoup. Merci à vous tous.